Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Romane, je suis militante à Révolution Permanente et élève avocate. Et presque un an, jour pour jour, après la grève, lundi 10 janvier, s'est déroulée l'audience d'appel qui opposait les salariés de Grandpuits et Total. Alors qu'on aura le délibéré le 24 janvier, on a voulu se saisir de cette occasion pour revenir plus profondément sur les leçons politiques, les leçons juridiques et stratégiques qu'on peut tirer de cette expérience inédite qui allie combat social et enjeux écologiques. Et dans ce cadre, je suis ravie d'avoir à mes côtés Adrien Cornet, qui est pompier à la raffinerie de Grandpuits depuis 2009, qui est délégué CGT et militant en Révolution Permanente. C'est une des figures de la grève de Grandpuits qui a débuté en janvier 2020 contre le projet de reconversion de la raffinerie. Donc, bonjour Adrien. Salut. Et je suis également honorée d'avoir à mes côtés Maître Savine Bernard et Maître Elsa Marcel, toutes deux avocates au barreau de Paris, spécialisées en droit du travail, travaillant exclusivement pour la défense des salariés, des syndicats de salariés et des instances de représentation du personnel. Ce sont elles qui se sont occupées du dossier depuis les piquets de grève du 4 janvier 2021 jusqu'à l'audience d'appel il y a quelques jours. Quelques mois avant de se lancer, le 10 juin 2020, la direction de Total annonce, lors d'une réunion informelle avec les élus du CSE, qu'elle envisage de reconvertir le site de Grandpuits et de supprimer des postes. En septembre 2020, les choses se précisent et la direction présente le projet Galaxy de réorganisation du site, consistant dans le remplacement de la raffinerie par la mise en place de 3 nouvelles usines. Donc déjà, une première question à tous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet et pourquoi vous avez immédiatement dénoncé une politique de greenwashing ? Alors le projet, ce qu'ils appellent projet Galaxy, en fait, donc c'est l'annonce du 24 septembre, elle consiste en 2 volets. Le premier, c'est d'apprendre la fermeture et la délocalisation de fait des capacités de raffinage de Grandpuits. Donc, on va délocaliser une activité qui est de raffiner du pétrole brut et de le transformer en carburant pour les véhicules domestiques, pour les avions, le bitume pour les routes, etc. Et toutes ces activités-là, de fait, elles ne s'arrêtent pas, puisque encore aujourd'hui, elles répondent à des besoins. Donc, à Grandpuits, par contre, elles s'arrêtent. Total prétexte le fait que le pipeline qui conduit, qui transporte le pétrole brut du Havre en bord de mer jusqu'à Grandpuits est trop abîmé, trop endommagé, on ne peut pas le remplacer. Et donc, qui transforme en fait la raffinerie de Grandpuits en une usine qui est en 3 volets, donc en 3 usines en réalité. Une raffinerie, ce qu'on appelle une agro-raffinerie, ou donc une raffinerie d'agrocarburant, où on va produire, eux ils appellent ça du bio-kérosène, mais nous on n'ose pas l'appeler comme ça, on l'appelle agro-kérosène, puisqu'on prend en fait des terres arables où on pourrait cultiver en fait des légumes ou des fruits bio, et puis à la place de ça en fait on y met des plantes végétales, du soja, jusqu'à il y a peu c'était même de l'huile de palme pour l'agro-raffinerie de la Med, et puis ça en fait on en fait du carburant, on en met une partie, un certain pourcentage dans les moteurs d'avion, en tout cas c'est le projet. Ensuite, une usine d'agroplastique, toujours pareil, ils appellent ça du bioplastique. Donc en réalité, là, on va faire pousser des plantes qui font du sucre ou de l'amidon, ça peut être de la betterave, de la pomme de terre ou autre. Et en fait, on va récupérer ce sucre et cet amidon, ça va en faire une base, et avec ça, ils vont faire du plastique. Donc toujours, on occupe des terres arables dont on pourrait se servir pour faire du bio, pour les cantines, pour par exemple les quartiers populaires ou autres. Et puis la 3e usine, c'est tout simplement une usine de pyrolyse, qu'ils appellent de pyrolyse, c'est-à-dire qu'on va brûler du plastique déjà usagé, et dans un four, on va faire fondre tout ça, et on va en ressortir une base pour repartir en pétrochimie et refaire du plastique. Donc voilà. Ok, du coup, dès la première réunion du CSE, quels sont les éléments que Total vous donne et quel est l'impact à ce moment-là, quelles sont vos craintes sur vos conditions de travail et quel impact vous envisagez ?
Bah, en fait, on avait déjà des doutes sur l'avenir de la raffinerie. Il faut savoir que fermer les raffineries en France, c'est une stratégie de long terme pour Total. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça sur Grand Puy parce que vous comprenez, il y a un virage écologique qui est en train de se passer. Non, c'est pour des raisons qui sont clairement financières, de maintenir en fait les profits de Total à un taux de rentabilité à 2 chiffres, ce qu'ils appellent un taux de rentabilité à 2 chiffres. Donc ils veulent toujours aller dans des pays, en fait, délocaliser les raffineries ou les capacités de raffinage dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres. Donc ils ont commencé à fermer la première raffinerie qu'ils ont fermée. Donc c'est en 2010, c'était la raffinerie des Flandres à Dunkerque. Et ensuite ils ont enchaîné à fermer plusieurs usines. Ensuite ça a été le tour de Carlin, une usine de pétrochimie dans l'Est. Ensuite ça a été le tour de la donc raffinerie de Fos-sur-Mer, côté de Marseille. Et ensuite, malheureusement, ça a été le tour de Grand Puy. Donc voilà, donc ça c'est déjà, il faut le dire, le fruit d'une stratégie industrielle globale en fait du patronat de l'industrie pétrolière d'aller raffiner là où on peut maintenir des marges conséquentes comparé à ce qu'est la France qui a des syndicats, a des normes industrielles qui sont relativement hautes en comparaison à d'autres pays, même si pour nous elles ne sont pas suffisantes. Et donc on savait que ça allait arriver. Le pipeline était une source d'inquiétude aussi, puisqu'il y a une fuite, etc. Et on savait qu'il n'était pas entretenu. On l'a dénoncé maintes et maintes fois. Et donc eux ils sont tombés des nues. Mais bon, une raffinerie qui sort de terre dans les années fin des années 60, forcément de fait il faut entretenir le tuyau, sinon ça va pas bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs fuites coup sur coup. Ça a servi quelque part de prétexte pour fermer la raffinerie. Voilà, et nos inquiétudes, elles ont été clairement d'ores et déjà de dire que vont faire les travailleurs en fait de Grand Puy, parce que on est au milieu des champs de betteraves. Voilà, on est à 60 km de Paris à peu près. Y a rien autour. Autour, on est au milieu des champs. La seule alternative pour les travailleurs, c'est en gros d'aller bosser à Carrefour pour le SMIC ou de trouver un boulot à la raffinerie, quoi. Et ça, c'est pareil pour les travailleurs qui bossent chez Total, mais aussi les centaines et centaines de sous-traitants. Voilà, à peu près pour vous donner une idée, quand on était une raffinerie, on était 450 chez Total et on était à peu près 700 sous-traitants à l'année, parce qu'il y a des sous-traitants qui viennent, qui repartent, il y a des grands arrêts et tout. Enfin, c'est un peu technique, mais en gros, ils annonçaient 700 suppressions d'emplois au global, sous-traitants et travailleurs de Total compris. Donc, ce qui est énorme, en fait, pour la Seine-et-Marne. Enfin, c'est pas un bassin d'emploi. Encore une fois, c'est pas une vallée où il y a énormément d'industrie et de boulot. Enfin, les jeunes et la jeunesse, et c'est ce qu'on disait beaucoup pendant la grève, c'est que la jeunesse seine-et-marnaise, en gros, elle a perdu ces 700 avenirs de jeunes qui, demain, étaient à l'école à Provins, à Montreux ou à Melun et qui trouvaient du boulot grâce à l'outil de travail qui est la raffinerie, qui répondait à des besoins et qui a été fermé par Total pour des raisons financières. Voilà, donc les craintes, elles ont été là et beaucoup d'inquiétudes dès le départ. En fait, moi, j'ai relu les PV de réunion là, pour préparer cette émission. Il y avait énormément d'inquiétudes sur l'avenir en fait, des travailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'ils vont être forcés de déménager parce qu'on sait à quel point les plans sociaux, ça provoque divorce, risques psychosociaux, dépression, voire malheureusement, comme on l'a vu dans certains cas, des suicides, etc. Donc voilà, on était très inquiet de traverser tout ça. Savine, Elsa, début septembre, il me semble qu'il y a une expertise qui a été réalisée et qui confirmait l'ensemble des craintes qui avaient été envisagées. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle contenait et quelle est la situation actuelle dans l'usine ? Moi, je vais laisser parler Elsa là-dessus, mais je veux juste compléter un point par rapport à ce qu'a dit Adrien. Il y avait l'inquiétude pour les salariés qui partaient et il y avait une énorme inquiétude pour les salariés qui restaient avec la question des conditions de travail. Parce qu'on se retrouve avec 3 nouvelles activités, avec des procédés, autant de procédés nouveaux, autant de produits nouveaux.
sur un site qui reste un site Seveso seuil haut, donc extrêmement dangereux, où les salariés risquent leur vie quand ils vont travailler. Et une inquiétude qu'on retrouve chez tout le monde, et y compris, on y reviendra, chez les organisations syndicales qui ont signé l'accord, c'est la question de la diminution des effectifs de l'équipe d'intervention. Dans laquelle est Adrien, où on avait des effectifs à 5 et avec des effectifs qui sont réduits à 4. Et donc, il y avait une inquiétude sur la question de la santé et de la sécurité pour ceux qui travaillent, pour ceux qui interviennent. Au-delà de ceux qui interviennent, c'est ceux qui travaillent autour, et y compris pour l'environnement et le site dans son ensemble, puisqu'on est sur des sites avec des activités notamment très explosives et des risques industriels, chimiques, biologiques forts. Voilà. Donc, peut-être dans le même sens, c'est un lien avec l'expertise par ailleurs, mais qui était intéressante pour nous, pour les salariés, parce qu'elle confirmait ce qu'ils disaient depuis le début, ce qu'en fait l'ensemble des grévistes disaient depuis le début. Ils disaient mais ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas. La dernière expertise de septembre, il y en avait une autre dans le cadre du PSE, elle confirme tout ça pour aller dans le sens de ce que disaient Savine et Adrien. La logique avec laquelle Total a pensé sa réorganisation, à la fois il y a effectivement un enjeu financier puisqu'elle délocalise son activité de raffinage à l'étranger, mais il y avait aussi un enjeu très très politique puisque c'était vraiment pensé comme la vitrine de Total. C'est en Île-de-France, c'est proche de Paris. Il y a Pécresse qui était venue visiter. C'est vraiment pour montrer c'est quoi les énergéticiens de demain, made in Total. C'est l'époque où Total change son logo, ils mettent du vert dedans, ils mettent un S à énergie. Et il y avait vraiment l'idée du coup de voir comment est-ce que ces 3 usines s'étaient censées représenter l'avant-garde de ce que de l'énergie renouvelable. Elle se présente comme ça. Elle aspire à être la majeure de l'économie responsable. C'est ce que disent les avocats adverses. C'est comme ça qu'ils rédigent aussi leurs conclusions. Donc, c'est quelque chose de très, très politique. Et un des trucs, effectivement, que l'expertise confirme, mais que les salariés ont tout de suite contesté, c'est l'effectif cible. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'effectif total, parce que le combat des travailleurs de Grand Puits et que nous, on a accompagné, c'était beaucoup autour de l'emploi. Ce qui était une particularité aussi assez notable dans une période où, effectivement, c'était pendant la crise sanitaire, énormément de fermetures d'emplois, beaucoup de combats pour des indemnités. Et en fait, le combat pour maintenir les postes et maintenir l'emploi, il n'y en avait pas tant que ça. Et en fait, ça a été un élément clé, puisque ce que nous, on disait, c'est que l'effectif cible à 250 pour 3 usines juxtaposées, ça ne tient pas. Et en fait, ils étaient capables d'arrêter un effectif, de dire nous on veut 250 postes, pas un de plus, sans avoir mis en place le moindre processus de sécurité. Il n'y avait pas de POI. Les POI, c'est les plans d'opération interne qui permettent d'élaborer en fait les scénarios dangereux. C'est ce que disait Savine, c'est-à-dire quels sont les accidents qui peuvent survenir, en combien de temps combien de temps il faut pour y parvenir, combien de camions, combien de pompiers, etc. Ils n'avaient même pas mis en place de POI sur les futures organisations. Par contre, ils étaient capables de nous dire ce sera 250 et pas un de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que les salariés ont toujours dénoncé, puisque c'est leur métier, ils le connaissent, ils le disaient, mais ça ne tiendra pas. On ne peut pas on ne peut pas intervenir dans le temps imparti. On parle quand même de fuite d'hydrocarbures, de fuite de produits toxiques, d'incendies. Il y a énormément d'accidents industriels, et je pense qu'on y reviendra, qui interviennent en raison des diminutions d'effectifs. Et c'est un truc que nous, on a beaucoup travailler aussi, s'inspirer des tristes catastrophes en fait, d'AZF, de Lubrizol, etc., qui systématiquement pointent l'enjeu d'avoir des effectifs du personnel organique formé, capable d'intervenir. Et l'expertise qui a été votée là, du coup en septembre, c'est au moment de la mise en œuvre du projet. C'est aussi une phase intéressante entre guillemets, puisque c'est un peu toutes les craintes sont en train de se concrétiser, puisque les salariés sont en train de partir. C'est les nouvelles unités qui sont en train qui vont être mises en œuvre jusqu'à 2024. Et donc, c'était une expertise sur cette phase-là et sur ce fameux POI qui vient d'être proposé par la direction, qui n'était même pas proposé au moment du PSE. Et l'expertise, elle est très, très claire. Elle dit, et je peux vous en citer parce que je trouve qu'elle est bien rédigée, mais elle dit, elle est sans appel. Elle explique, par exemple... les différents constats soulevés par les équipes de terrain témoignent de fortes inquiétudes quant aux risques générés par les restructurations pensées par la direction. Et puis très clairement, elle le dit, elle critique le projet de la direction et elle dit tout y est réuni maladroitement pour justifier a posteriori la réduction des ressources, tribut que devrait verser la sécurité à la réduction globale des coûts.
Elle explique que, en réalité, la logique générale, et c'est les mots des experts qui disent que la logique générale a été guidée par l'économie financière et la dépréciation de la sécurité industrielle. Elle conclut en disant c'était très grave, d'autant que l'enjeu, elle le dit comme ça, d'autant que l'enjeu sécurité interne et pour leur environnement est immense. Et ça, c'est quelque chose que disent les experts, des experts indépendants, mais que disaient les salariés, en fait, depuis le 4 janvier. Et justement, sur cette division entre les salariés qui partent et ceux qui restent, il me semble que Total, pour casser le collectif, a développé une stratégie un peu de chantage en disant si vous ne signez pas le PSE, en fait, on va réduire les avantages pour ceux qui partent. Comment, Adrien, avec une entreprise qui avait les moyens de se payer une grève, comment vous avez lutté consciemment contre ces pressions, avec sans doute, j'imagine, certains syndicats qui poussaient à une résolution plus consensuelle du conflit? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est clair que les syndicats qui, au contraire, avaient comme stratégie, comme nous, de pousser aux assemblées générales, de faire en sorte que ce soit les grévistes qui décident, parce que ce sont les grévistes qui perdent de l'argent. Clairement, on était les seuls, quoi. Sinon, je me souviens d'autres syndicats qui, une fois, avaient pris la parole en disant « Mais on est vos représentants, c'est nous qui négocions. » Et puis, il y avait un gréviste qui lui avait dit « Mais d'où tu sors, toi, en fait ? Parce que t'as pas compris que c'est moi qui perds des thunes. Parce que je suis en grève depuis le 4 janvier. Ça faisait à peu près 2-3 semaines. Et voilà, on est fatigué. La grève, voilà, c'est quelque chose d'éprouvant, de dur. Et en même temps aussi d'émancipateur. Et voilà, et une expérience sans précédent, en fait, pour un travailleur. Mais de fait, c'était intéressant de voir cet échange. Parce que on voyait les différences de stratégie, en fait, entre des syndicats qui sont plutôt dans l'accompagnement, dans le fait de dire que, ou dans le pessimisme, il y avait d'autres syndicats qui nous disaient mais arrêtez de parler d'emploi, arrêtez de parler d'écologie, on s'en fout, on veut des chèques. Mais alors qu'en réalité, non. Les travailleurs, eux, ce qu'ils veulent, avant tout, c'est savoir comment, demain, ils vont nourrir leur famille, remplir leur frigo. Effectivement, il y a des gens qui voulaient muter depuis des années. Et donc, de fait, ils vont le faire. Et ils étaient contents de le faire. Et nous aussi, on était contents qu'ils puissent le faire. C'était pas notre sujet. C'est ce qu'on répétait à longueur d'Assemblée Générale. Comme le fait qu'un travailleur puisse partir à 55 ans. On en était quelque part ravis pour lui, après avoir passé toute sa vie à travailler en 3-8, à se casser le dos sur des vannes. On est ravis que des travailleurs, d'ailleurs, ça on le porte, quoi, quelque part, que des travailleurs comme ça puissent partir à 55 ans en pré-retraite. Mais on refusait de voir, en fait, s'opposer les travailleurs qui partent, comme on dit, et ceux qui restent, c'est-à-dire nous, la génération jeune, attachée au territoire parce qu'on a nos familles, parce qu'on a nos enfants, parce que, etc., etc. Et ce qui était important, c'est la stratégie des assemblées générales. C'est-à-dire que vous pouvez voir des syndicats qui, pour des raisons politiques en réalité, ont différentes stratégies, comme on le voit au niveau national. Je veux dire, la représentation de ce qu'il y a à Grand Puy, les différents syndicats peuvent avoir une ligne plus ou moins équivalente à celle qu'on voit au niveau national. Mais nous, à la CGT Grand Puy, on portait la volonté de s'auto-organiser, de voir les grévistes décider de tout, de la stratégie, mais même, c'est-à-dire, le but était même qu'ils décident de tout au niveau de la négociation. Quel mot d'ordre, qu'est-ce qu'ils veulent défendre, à qui on doit rendre des comptes, qu'est-ce qui doit être signé. Nous, on disait, même nous à la CGT Grand Puy, on disait, si vous, Assemblée Générale, vous décidez qu'on doit signer les MSA, parce que vous êtes des grévistes, vous êtes souverains. Et on signera. Voilà. Mais on bataillait contre la signature des MSA, des mesures sociales d'accompagnement, donc qui décidaient du coup, en gros, du montant des chèques, quoi, pour la faire courte, et parce que nous, on voulait de l'emploi, on voulait que les jeunes de Seine-et-Marne puissent demain travailler, grâce à l'outil de travail qui est Grand Puy, etc. Donc voilà, on s'est battu jusqu'au bout pour ça, comme le rappelait Elsa, on s'est battu pour que l'effectif des pompiers reste à la hauteur du site dangereux que va être le projet Galaxy, etc., etc.
Mais voilà, et je pense que c'est fondamental, c'est une vraie leçon, et c'est quelque chose que nous, on a voulu vraiment porter comme un enseignement, comme notre expérience, mais comme quelque chose qui aujourd'hui, on reproduira ça en permanence, parce que c'est vraiment la clé, en fait, de la bataille contre la division. La division syndicale, c'est le reflet de la division de la classe ouvrière, en réalité. Donc, voilà, alors que c'est un intérêt commun, et donc on devrait tous se battre ensemble, travailleurs, sous-traitants, travailleurs plutôt maison, etc., tous ensemble, parce que même intérêt, parce que issus de la même classe, et le reflet de la division syndicale, effectivement, est cette division-là. Mais en faisant l'auto-organisation, en faisant les assemblées générales décisionnaires, on annule en fait ça. Et c'est pour ça qu'on a tenu aussi 45 jours. C'est grâce à ça qu'on a rendu possible le front unique qu'on a fait avec les associations écologiques, etc. Parce que c'est pareil, c'est le fruit d'une bataille politique. Les syndicats n'ont pas, encore une fois, les mêmes intérêts, donc ils vont défendre autre chose, etc. Nous, on a bataillé en interne de la CGT pour pouvoir porter cette stratégie. Parce que c'est une première, quoi, de voir cette alliance, quoi, avec la classe ouvrière qui s'allie avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre. Et ça, je m'en rappelle. Il y avait eu des prémices à la Med ou à Flandre, mais c'était toujours un peu de l'extérieur, quoi. On voyait, je me rappelle, les mecs de la Med, ils racontaient que une fois, Greenpeace était venu avec, je sais plus quoi, quelqu'un qui faisait du deltaplane, et puis et il les voit passer au-dessus de la cheminée de la raffinerie. Et ils ont flippé, quoi. Ils ont le cœur qui s'est serré parce que, en fait, il y a un appel d'air à ce niveau-là de la cheminée. Et donc après, ils ont été voir Greenpeace en disant, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Enfin, c'est hyper dangereux, vous risquez votre vie, etc. Et du coup, après, ils ont commencé à dire, écoutez, si vous venez sur le site, déjà, il faut qu'on soit au courant, c'est notre usine, etc. Et puis voilà, et c'est de là qu'est venu d'ailleurs ce contact. Et après, c'est une stratégie qui a été pensée bien en amont. Voilà. Ouais, j'allais demander justement dans ce projet, comment est-ce que vous avez concrètement construit cette alliance et comment toi, tu vois en fait le rôle des travailleurs dans la bataille écologique? Cette alliance, voilà, ça a été le fruit d'une pensée stratégique de comment on allait contrer, tu vois, la communication totale qui était très bien huilée. Tu sais, les patrons, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Ils ont une batterie médiatique à leur service. On voyait TF1. Il fallait voir leur reportage, quoi. Il y avait des cascades qui tombaient presque sur Grand Puy, des panneaux photovoltaïques au milieu de la jungle. Enfin, tu regardais ça et c'était hallucinant, quoi. Et juste avant, il m'avait interviewé pendant 20 minutes et on disait à quel point voilà, ça allait être une casse sociale sans précédent. Et ça, par contre, ils l'ont pas passé, tu vois. Donc c'est ce genre de choses où tu dis, bon, ok, les patrons, ils ont leurs médias, très bien. Et les patrons, voilà, ils ont leurs médias, ils ont leurs avocats, ils ont toute une stratégie en fait qui est pensée. Et donc nous, les ouvriers, on doit avoir la nôtre. Donc il faut se creuser la tête, quoi. Il suffit pas d'arriver, de mettre une banderole, voilà, on veut sauver les emplois. Non, derrière, il faut raconter pourquoi. Raconter quelle est la nécessité en fait de travailler, pourquoi la force de travail, et pourquoi c'est le seul moyen de subsistance en fait pour nous. Qu'on ne se lève pas le matin en disant « chouette, je vais respirer du carburant et faire les 3-8 ». Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un gamin qui est en maternelle, il te dit « moi plus tard je vais être raffineur ». Généralement non, ils veulent être pompiers ou je sais pas autre chose, mais en tout cas pas raffineur. Et puis après, de fait, voilà, on y va parce qu'aussi c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour nous éloigner de la précarité. Et c'est pour ça qu'aussi quelque part, c'est nous considérer comme co-responsables en fait de la pollution, c'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, alors que nous, on n'a qu'un intérêt, c'est de polluer le moins possible. C'est-à-dire que si on était aux commandes de nos usines, si on avait le contrôle ouvrier de nos usines, c'est clair que ça polluerait beaucoup moins parce qu'on réparerait tous les filtres qu'il y a sur les cheminées, alors que la plupart du temps, le patron il nous demande de les bypasser, etc. Et puis parce qu'on habite à côté de nos usines.
Donc nous, quand on met nos gamins dans nos jardins et qu'on voit qu'il y a l'usine d'à côté, ce qu'on appelle idée gaz, c'est-à-dire qu'il y a un problème et donc ça tout part à l'atmosphère, je peux vous dire que les gamins y rentrent, parce qu'on sait ce qu'on respire. Et c'est pareil quand tu te promènes en forêt, etc., etc. Quand tu vas te baigner, on va se baigner dans la Seine, alors qu'on rejette nos eaux usées dans la Seine, même s'ils sont traités, etc. Mais tout ça, il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est que les travailleurs, ils ont qu'un seul intérêt, c'est de protéger la planète, leur environnement, parce que c'est là qu'ils vivent. Je veux dire, les raffineurs de la Med, à votre avis, ils se baignent où, à part dans la Méditerranée, là où aussi ils rejettent l'eau d'usine, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est pareil pour Saint-Nazaire, c'est pareil pour Le Havre, c'est pareil pour toutes les usines, en réalité. C'est pour ça qu'en plus, quand on a expliqué ça de cette manière-là aux camarades de Greenpeace et des Amis de la Terre, eux, ils ont trouvé ça d'une logique aussi assez naturelle, quoi. Savine, tu dis souvent que les grévistes de Grand Puy, ils étaient en quelque sorte en avance sur la loi, de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux un peu expliciter cette idée ? Oui, parce qu'ils sont tout de suite emparés du projet qui leur était présenté sous un angle écologique. Il faut dire que la perche était tendue par Total, puisque Total était sur un projet tout vert. Et en réalité, je pense qu'ils ont été un peu surpris de voir que les instances, les salariés étaient capables eux aussi de s'en emparer. Et en avance, puisque finalement, c'est que depuis la loi climat d'août 2021, que la direction a l'obligation de présenter aux représentants du personnel les conséquences d'un projet, y compris sur les conséquences climatiques et environnementales. Et donc, ils ont été les premiers, puisqu'ils s'en sont emparés en montrant avec les associations de défense de l'environnement que la question de l'environnement, elle est indissociable de la question de la santé et de la sécurité des salariés, puisque, comme le dit Adrien, ce sont les premiers exposés. Donc, ils ont été en avance, puisqu'ils étaient en avance sur la loi. Et la loi, je pense, va nous permettre de pouvoir faire des choses, j'espère, aussi intéressantes que d'un point de vue obligation de sécurité. Et donc, ils étaient en avance en montrant, en créant les passerelles santé, sécurité, environnement, conditions de travail. Et Elsa, du coup, vous avez construit toute une partie de votre dossier en vous appuyant, comme tu le disais tout à l'heure, sur les leçons des drames comme AZF, comme Lubrizol. Pourquoi et quels ont été les points de contact que vous avez réalisés ? En fait, c'est intéressant de voir que il y a plein de choses d'ailleurs, on le savait, où il y a l'enquête dans Mediapart qui est sortie il y a pas longtemps, j'ai plus la date en tête, mais qui montre que Total sait pertinemment, et bon, de toute façon, c'est pas comme si c'était une surprise, mais depuis les années 70, les incidences de sa politique industrielle, et qu'elle est passée Adrien parlait du discours médiatique, mais d'une stratégie de communication ultra consciente qui va d'abord d'un climato-scepticisme, d'un discours climato-sceptique très très affirmé à un virage à 180 degrés, et maintenant c'est du greenwashing, avec toutes les incidences que disait Adrien, mais en fait des accidents industriels, il y en a depuis des années. Chez Total, bien sûr, nous, on a fait une liste non exhaustive de tout ce qui était intervenu dans les sites de Total, et il y en a très, 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 très fréquemment, beaucoup plus souvent qu'on croit, en fait. Il y en a plus d'un par an, avec parfois des morts, avec des fuites de produits, et ça peut aller jusqu'à l'incendie. Adrien parlait de la fuite du PLIF en Ile-de-France, mais c'est des produits déversés dans des espaces naturels et tout, c'est quelque chose qui est très peu su. Et même dans les accidents plus connus, on va dire, c'était les 20 ans d'AZF, et c'est un triste anniversaire, mais nous, on s'est beaucoup servi dans le dossier pour essayer de démontrer aux juges que ça avait une importance considérable, et je pense qu'on reviendra sur le rôle du juge administratif dans tout ça et du rôle de l'État, en fait, mais que c'est démontré, c'est écrit noir sur blanc, c'est très très clair, qu'il y a des conclusions qui sont tirées par exemple d'AZF. AZF, il y a des instructions gouvernementales de l'Assemblée nationale, etc., qui disent très clairement que la baisse des effectifs organiques, par exemple, affectée aux pompiers, donc c'est exactement la même situation qu'on a à Grand Puy, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de pompiers en nombre suffisant, et quand on dit effectif organique, c'est parce qu'on pense qu'il faut que ce soit un personnel qui soit formé, c'est aussi un des gros problèmes qu'il y a avec les effectifs insuffisants à Grand Puy, c'est que du coup c'est une réduction du nombre de formations, ce qu'ils appellent des recyclages, c'est-à-dire être à jour
au niveau de ses compétences pour pouvoir manipuler les différents... Savoir démarrer le camion, être en mesure d'avoir les gestes alors qu'on est sous pression, qu'il y a énormément de stress, que c'est aussi très angoissant. Il faut pouvoir s'être entraîné, avoir eu suffisamment de formation. Et AZF dit très clairement que le bilan d'AZF, c'est que quand il n'y a pas d'effectifs organiques en nombre suffisant, qui ont des formations suffisantes, c'est un risque accidentogène très élevé. Et quand on regarde Lubrizol, c'est intéressant aussi, puisque une des politiques de Total en ce moment, et nous, on avait eu un dossier avec la raffinerie de Flandre, c'est de voir comment, en diminuant les effectifs organiques, on essaie au maximum de remplacer la surveillance par de la télésurveillance, c'est-à-dire de réduire les temps de présence concrète des salariés sur site et en fait de les remplacer par des caméras la nuit ou à certains moments. Et les bilans d'AZF critiquent très fermement ça, parce qu'effectivement, AZF, c'est une fuite qui est intervenue la nuit. Et c'est pour ça qu'en fait, elle n'a pas été détectée et que l'incendie a pris... l'incendie s'est déployé parce que personne n'a été en mesure de détecter la fuite. Et donc tout ça, c'est des éléments qu'on essaye effectivement de verser au dossier comme des pièces qui montrent que le problème, c'est que la prévention des risques dans les sites industriels, c'est des enjeux vitaux pour les salariés, pour l'environnement, et qu'il y a une responsabilité énorme à empêcher en fait que tout simplement il y ait des drames comme on a pu connaître et comme on en connaîtra encore, c'est sûr. Tu parlais du tribunal administratif, on va y revenir sur cette question, mais tout d'abord, sur le plan juridique, pourquoi est-ce que depuis 2013, c'est devenu beaucoup plus dur de contester les PSE, Savine ou Elsa? Je peux commencer. Vas-y. Loi du 14 juin 2013, qui est une transposition d'un accord national interprofessionnel signé par des organisations syndicales, on peut le rappeler quand même. On veut les noms. Il suffit d'aller voir les signataires de l'accord, pas la CGT en tout cas. Ils ont prévu de transférer à l'administration le contrôle des PSE. Il faut savoir qu'est-ce qui les embêtait avant. Pour comprendre la portée de la réforme. Ce qu'on avait avant, c'était qu'en cours de route d'un processus d'information-consultation sur un PSE, ou plan social, dans l'ancien vocabulaire, avec un projet de réorganisation, au fur et à mesure, on pose des questions, on a des informations, on voit ce qui nous manque, et c'est un débat, c'est un échange, et au fur et à mesure, on voit ce qu'on n'a pas, et on pouvait saisir le tribunal pour obtenir les informations manquantes. Et le juge suspendait dans l'attente qu'on nous donne le projet, les informations qui étaient manquantes. Et donc ça, c'était vécu, mais comme un crime de lèse-majesté par les employeurs, parce que dans l'établissement du rapport de force, on pouvait, de par les tribunaux, obtenir une suspension de la mise en œuvre du processus tant qu'on n'avait pas les informations suffisantes, sans délai. Ce n'était pas encadré non plus par des délais, jusqu'à ce qu'on nous donne les informations. Et après les informations, peut-être que ce n'était pas les informations qu'on demandait, il y en avait d'autres qui apparaissaient comme importantes qu'on n'avait toujours pas. Et donc le juge donnait un pouvoir aux organisations syndicales et aux instances élues, puisqu'il pouvait obtenir une suspension de la décision de l'employeur, une immixtion dans le pouvoir de direction de l'employeur, donc autant dire ce que l'employeur n'aime pas. Et donc, ils ont trouvé un système, mais assez fascinant, je dois dire, dans la loi transposée par Hollande, Parti socialiste, qui est, ils nous ont transféré le contrôle des PSE à l'administration. Il faut savoir que quand entre deux personnes particulières, il y a un conflit, le juge naturel, c'est le juge du droit privé, c'est le tribunal de grande instance. Maintenant qui s'appelle le tribunal judiciaire. Mais à l'époque, c'était le tribunal de grande instance. Et le juge administratif n'est pas le juge naturel entre Total, qui est une entreprise de droit privé, et son CSE, qui est un organisme de droit privé. Et donc, pour pouvoir... ils ont fait un système où ils ont transposé, pour pouvoir atterrir devant le tribunal administratif, il faut faire intervenir l'administration. Et donc, ils vont transférer à l'administration. Et alors, à l'administration, ils auraient pu avoir le choix. Ils auraient pu transférer à l'inspection du travail. Mais l'inspection du travail, elle est dotée, de par un certain nombre de textes, de vraies garanties d'indépendance. Et à l'inverse, c'est pas l'inspection du travail qu'ils ont transféré l'obligation de contrôle, la charge du contrôle sur le PSE. Alors à l'époque, c'était la Direct, maintenant ça s'appelle la DRITS. Mais Direct ou DRITS, l'administration, quand vous allez regarder l'article 1 du décret qui les crée, ils sont sous l'autorité du préfet. Bon, c'est pas ce qu'on appelle vraiment des autorités
Ça, c'est une première partie du système, ce qui fait qu'on atterrit devant le juge administratif, qui n'est pas notre juge naturel. Et en fait, il voulait à tout prix éviter le juge judiciaire qui nous avait suspendus. Et puis, deuxième système de verrouillage, ils nous ont interdit, avec un système, vraiment, il faut être inventif, et ça touche à la perversité aussi, parce qu'ils viennent nous dire, pendant tout le système d'information-consultation, vous pouvez demander des éléments. Si l'employeur ne vous les donne pas, vous demandez à l'administration. L'administration peut rendre une injonction pour vous les donner. Et si elle vous fait un refus, vous ne pouvez pas aller attaquer tout de suite le refus de l'injonction de l'administration. C'est là où est le système de verrouillage. C'est-à-dire que vous ne pouvez aller attaquer le refus de l'administration de ce que vous avez demandé. Et nous, en espèce, ce qu'on demandait, là, dans Grand Puy, c'est tous les éléments qui permettent de dire... Ils nous disent, voilà, à l'arrivée, il y aura 250 effectifs. À l'arrivée, ils seront plus que 4 contre 5 dans les équipes de pompiers d'intervention. On leur dit, mais comment avez-vous analysé les risques ? Donnez-nous les informations, les risques industriels, les risques chimiques, les risques biologiques. Comment arrivez-vous à ce chiffre de 250 ? Et montrez-nous comment vous avez pris en compte ces éléments-là. Et le principe alors, d'ailleurs, en l'espèce, on n'allait pas attaquer le refus parce que l'administration nous les a donnés. Mais ça va être un autre débat. Mais Total ne les a pas donnés. Mais toujours est-il que le système fait que si l'administration ne nous les avait pas donnés, on ne pouvait pas aller attaquer le refus de l'administration de nous les donner. Le verrouillage fait qu'on ne peut attendre que la décision de l'administration qui valide ou le PSE pour aller les demander. C'est-à-dire que c'est uniquement une fois que le processus d'information-consultation est terminé qu'on peut aller attaquer pour dire on ne pouvait pas rendre notre avis parce qu'avant, on a eu les infos qu'on a demandées. Et donc, le système est absolument incroyable parce que c'est un système de verrouillage pendant le processus d'information-consultation. L'objectif, c'est quoi ? C'est que quand le juge est saisi, tout le monde est parti. C'est pour pouvoir préserver ce fameux pouvoir de direction. Alors, il peut y avoir des réparations a posteriori, mais les salariés seront partis. Voilà, donc l'objectif de cette loi, c'est de quitter le juge judiciaire qu'on considérait comme un peu trop protecteur et de quitter ce juge judiciaire qui nous permettait, en amont, d'avoir des suspensions quand c'était utile, c'est-à-dire quand le processus d'information-consultation n'était pas terminé. Et Elsa, en juin 2020, il me semble que, dans le même sens, il y a le tribunal des conflits qui répond à une revendication historique du patronat, qui est celle de transférer le contentieux des PSE dans son ensemble au tribunal administratif. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça change et pourquoi les débats de compétences, ce n'est pas des questions qui sont techniques, mais c'est bien des questions qui sont politiques ? Je pense que Savine, elle a donné des éléments déjà en expliquant l'enjeu qu'il y avait entre le juge judiciaire et le tribunal administratif. Un mot sur la juridiction administrative. En fait, on se retrouve dans une situation spécifique puisque c'est le juge de l'État, on peut l'appeler comme ça d'une certaine façon, qui juge une décision de l'État lui-même. Et dans un processus comme Grand Puy, c'est des choses, c'est des sujets très très politiques. Enfin. Pour une anecdote, mais l'inspection du travail dans ce dossier nous a beaucoup aidés. Et parce que c'est un service plus de terrain, qui connaît les salariés, qui connaît l'outil de travail, qui était effectivement a joué un rôle important, notamment pour pour faire pression un peu sur la directe, qu'on obtienne les documents, qu'on obtienne d'elle, qu'elle demande à l'employeur de nous les communiquer, ce que Total n'a jamais fait, mais que, effectivement, dès qu'il y a eu un peu trop dès que, justement, on a accédé à un certain nombre de revendications qu'on avait, c'est assez clair que c'est un dossier qui atterrit sur le bureau du ministre du Travail et que c'est vraiment une décision que je pense que ils avaient les yeux rivés un peu sur cet enjeu et que, voilà, le juge administratif, c'est le juge de sa propre administration aussi. Et peut-être sur le transfert avant de dire sur le transfert des compétences plus en général, mais sur la question effectivement de cette décision-là, nous on fait partie, et je pense qu'on n'est pas les seuls, Savine tu dois mieux connaître, mais des premiers, des contentieux qui testent cette nouvelle forme de contestation du PSE, puisqu'effectivement, y compris sur les questions de santé et de sécurité, c'est au juge administratif qu'on demandera de contrôler, alors même que ça ne relevait pas de sa compétence antérieurement, et qu'il y a tout
un flou sur l'étendue de son contrôle, et c'est ça que nous, en fait, on plaide si on vient sur la question juridique technique. On demande au juge qu'il contrôle que l'employeur a bien respecté son obligation de santé et sécurité, ce que nous, on conteste. On a perdu en première instance, et c'est l'objet de l'appel. Nous, ce qu'on explique, c'est on ne peut pas faire une appréciation globale du PSE, c'est-à-dire mettre en balance des enjeux de santé et de sécurité, et notamment industriels, avec des mesures d'accompagnement pour ceux qui partent. Et c'est ce qu'on demande au juge administratif, de dire non, en fait, vous devez exercer un contrôle étendu, un contrôle qui s'intéresse aux décisions et aux mesures prises par l'employeur en termes de santé et sécurité. Et un mot sur les questions de compétences plus en général, et peut-être Sabine, tu pourras me compléter, c'est un sujet que tu connais mieux, mais ce qui est sûr quand on dit que c'est une question politique, moi, il y a un exemple, je pense, qui est parlant, c'est qu'en ce moment même, il y a un contentieux qui oppose Total et des associations écologiques au sujet du devoir de vigilance, qui est une nouvelle loi qui dit qu'en fait, les employeurs auraient un devoir de vigilance à l'égard de leur éventuel impact écologique. Et avant même de trancher le fond du débat, il y a eu un contentieux sur la compétence, et les associations voulaient que ce soit jugé devant le tribunal judiciaire, et elles ont gagné là récemment, et Total se battait pour que ce soit devant le tribunal de commerce, parce que les tribunaux de commerce, c'est parmi les derniers juges élus, et c'est des patrons élus par des patrons, et donc on se doute bien que c'est beaucoup plus difficile de contester en fait un grief qu'on va avoir à l'encontre de Total, et notamment sur la loi de vigilance, ça aurait été beaucoup plus difficile que ce soit jugé par des patrons pour des patrons, quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement les questions de compétences, c'est souvent un enjeu considérable, même si ça peut apparaître un peu technique. Ouais, un mot pour compléter. Il faut comprendre l'absurdité du transfert au tribunal administratif. On se retrouve avec comme adversaire l'État, alors que nous, notre adversaire, c'est l'employeur qui a pris le PSE. Donc on a un transfert de responsabilité qui est totalement absurde. Il faut savoir qu'on avait réussi à garder quelque chose qui était assez essentiel. Quand ils ont fait la loi du 14 juin 2013, qui a transposé le contrôle à l'administration, au même moment, on était dans l'essor de ce qu'on a appelé le contrôle de l'obligation de prévention des risques par l'employeur. Et c'est pour ça qu'ils ont oublié de le mettre dans le texte à l'époque. C'est-à-dire qu'on venait d'avoir la première décision qui était sur la FNAC, où on avait fait suspendre un plan social dans le cadre de l'obligation de prévention des risques. Et donc, dans le texte, ils n'ont pas pensé à mettre le contrôle par l'administration de cette question de la prévention des risques. Et pourquoi ça a pris un essor, la prévention des risques ? Parce qu'on a quelque chose d'absolument génial dans le Code du travail, il y a un article qui dit que l'employeur doit adapter le travail à l'homme. Et on a un principe constitutionnel, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la protection de la santé et de la sécurité du salarié par l'employeur. C'est un principe qui doit être au-dessus de tous les autres. Et donc, nous, on l'a fait décliner à l'obligation pour l'employeur de le prendre en compte quand il pensait ses PSE. Donc, il faut comprendre qu'à ce moment-là, donc, il y a cet essor-là. Et donc, du coup, comme ils n'ont pas pensé à le mettre dans les textes, on a continué à aller devant le juge judiciaire. Et on continuait à avoir des suspensions, parce qu'on n'avait pas d'analyse de comment ils avaient intégré la preuve qu'ils avaient bien intégré l'analyse des risques et de tous les risques, pas uniquement les risques psychosociaux. Quand on est sur un site Seveso seuil haut, les risques, on en a parlé tout à l'heure, c'est les risques industriels, chimiques et autres. C'est pas uniquement les lignes téléphoniques d'accompagnement quand vous n'allez pas bien. Donc on est sur des risques extrêmement nombreux dans les produits, dans les processus, etc. Et donc on a continué à avoir ces victoires devant le juge judiciaire. Et là, on a vu une bagarre. C'est pour ça que je veux dire, les tribunaux sont des lieux de lutte aussi. Du coup, l'employeur, on a vu le préfet intervenir dans un dossier, parce qu'il a cette prérogative, ce qu'on appelle un déclinatoire de compétences. Il est intervenu pour dire « Oula, ça va pas du tout. Il ne faut pas que ce soit le tribunal judiciaire. Alors, ok, c'est pas dans les textes, mais je vous demande d'interpréter que ça doit quand même être inclus dans l'obligation de l'information-consultation. Et il ne faut pas qu'on ait un tribunal différent. » Et donc, ça a été parce que le préfet est intervenu, donc l'État, ils sont venus dire « on veut que ça soit transposé devant le juge administratif ». Et le tribunal des conflits a rendu une décision. Et donc, on voit la lutte qui s'est menée par l'intermédiaire de l'État, par le biais du préfet qui a fait ce déclinatoire de compétences. On avait vu ça pour le CNE, quand même. Il faut savoir que c'est quelque chose d'assez rare. C'est vraiment... c'est pas un processus habituel. Et donc, on est arrivé à une décision du tribunal de conflit en juin 2020 qui est incroyable, puisqu'il nous transfère un juge qui n'est pas le juge naturel entre deux personnes de droit privé, le contrôle de l'obligation de prévention des risques,
parce qu'ils veulent, ils se sentent beaucoup plus protégés quand c'est dans un bloc global avec l'administration. Donc voilà sur l'enjeu qui se mène, parce que le juge judiciaire, c'est le juge protecteur des libertés, de la santé et des sécurités des travailleurs. Le juge administratif, il est là pour défendre l'État. Il est là, il a une autre culture qui est notamment l'appréciation globale de tout. Et c'est pour ça qu'on était content aussi d'avoir le juge judiciaire séparément. C'était qu'on ne tombait pas dans cette fameuse division que les employeurs essayent de faire jouer dès le début dans les négociations dont parlait Adrien, les intérêts de ceux qui partent contre les intérêts de ceux qui restent. Et là, c'était parfait aussi, parce que devant le juge judiciaire, il y en avait deux. Il y avait le juge judiciaire, il s'intéressait qu'à la question de la sécurité de ceux qui restaient, alors que l'administration ne s'intéressait qu'aux conditions de ceux qui partaient. Et il n'avait pas à faire cet exercice schizophrénique extrêmement difficile de ne pas être tenté de mettre en balance les intérêts des autres. Voilà. Donc c'était un enjeu important. Et maintenant qu'ils ont gagné, il faut quand même le savoir, devant le tribunal de conflit, maintenant devant le tribunal administratif, ils nous disent non, pas maintenant, il ne faut pas contrôler, c'est juge judiciaire plus tard. Et en fait, ils sont en train de vouloir nous recréer une zone de non-droit en amont. C'est-à-dire que finalement, ils ne veulent jamais de juge. Devant le juge judiciaire, ils disent le juge administratif. Et maintenant, le juge administratif, ils disent le juge judiciaire plus tard. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de juge pour contrôler. Est-ce que c'est pas aberrant ce qu'on demande? On demande quand même chose qui est un peu qui nous paraît du bon sens. On demande que quand on pense une réorganisation et ses effectifs futurs, on ait intégré une réflexion sur les process, la sécurité des salariés et quels étaient les produits les plus adaptés, les process les plus adaptés et donc, en bout de course, les effectifs les plus adaptés au regard des process qu'on a retenus, des produits qu'on a retenus, etc. Pour finir, une dernière question qui vous est un peu adressée à toutes et tous, mais je voulais commencer par toi, Adrien. Je sais que Elsa et Savine, elles sont beaucoup venues sur les piquets de grève. Et je voulais savoir comment toi, après cette grève, maintenant, tu perçois le rôle du droit en fait dans un combat comme celui-ci. Mais moi de base, en fait, je suis quelqu'un qu'on pourrait dire très gauchiste. C'est-à-dire que j'ai vécu des moments de lutte des classes très fortes en tant que raffineur. On a vécu 2010, la grande grève des raffineurs, 2016, où voilà, Le Havre, la capitale de la grève, voilà, où ils bloquaient jusqu'à l'autoroute, où ils ont pris presque sous contrôle ouvrier la ville pendant quelques jours. 2019, voilà, on a vu quand même les raffineurs qui étaient encore dans la lutte aux côtés des traminots et des cheminots. Donc, moi, à la base, j'avais cette déformation-là, quelque part. Quand dans d'autres secteurs, plus atones, on va le dire, où il y a moins de lutte des classes, sont plus tournés vers la stratégie juridique, etc. Et en fait, j'ai compris, à travers ce plan social, que c'était très important de comprendre à quel point c'était un outil stratégique fondamental. C'est-à-dire que l'outil juridique fait partie d'une stratégie globale qu'on doit adopter quand on est confronté à un plan social, mais aussi à une lutte des classes, etc. Moi, je me souviens qu'avec Elsa, on discutait d'une expérience commune qu'on avait, parce que voilà, tous deux on est militants à Révolution Permanente, et du coup de fait on discutait du cas de Zanon, des camarades argentins qui avaient eu cette expérience-là avant nous, et c'est aussi voilà, le fruit de s'organiser politiquement, c'est aussi avoir cette mémoire, cette expérience d'autres travailleurs, de pouvoir se nourrir de cette expérience, et eux ils disaient beaucoup à quel point ça m'avait marqué cette phrase, à quel point les travailleurs ils ont peur de la justice. Ils ont peur de la justice, voilà, qui est au service des patrons, etc. Ils en font référence souvent, ils demandent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire, qu'est-ce qu'ils risquent, à quel moment, etc. Et donc, l'importance fondamentale d'avoir des avocats sur les piquets, presque au front, en fait. En permanence, voilà, ça reste une lutte des classes. Donc voilà, on est à un moment, on est presque en guerre. On est sur les piquets en permanence, dans le froid, etc., dans la boue ou autre. Mais le fait d'avoir des avocats qui sortent en fait de leur bureau et qui viennent se mettre au service aussi de l'intérêt des ouvriers, parce qu'en fait c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les patrons, ils ont leurs avocats, ils ont leur batterie d'avocats. On imagine Total le budget qu'ils ont au service juridique, et en phase 2, nous aussi, on doit avoir nos avocats au service de notre classe, pour le dire de cette manière, pour pouvoir justement
penser en fait une stratégie et pour aller chercher les contradictions qui existent au sein de l'appareil judiciaire, chercher les décisions qui nous sont favorables, parce qu'en face de nous, il y a une parole que j'aime beaucoup de Savine qui m'a beaucoup marqué, qui dit qu'on rencontre le droit que quand au moment où on rencontre le juge. Et en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette formule-là, c'est de dire à quel point en face de nous, on a aussi, même si bien sûr c'est quelqu'un qui a été formé, etc., qui travaille on l'a dit, dans une juridiction particulière, etc., mais aussi ça reste quelqu'un qui a des contradictions, avec qui on peut le convaincre avec nos arguments, et ça reste un rapport de force. C'est-à-dire que la décision de justice n'est pas la même si vous avez des milliers de personnes devant un tribunal à mettre aussi la pression. Elle vient aussi de l'extérieur. Moi, je m'en souviens souvent de la Directe qui me disait ça, le patron de la Directe qui me disait à quel point, vous savez, nous, on peut pas faire grand-chose. Et puis vous comprenez, il y a qu'un truc qui marche en réalité, c'est le rapport de force. Voilà. Donc, il faut convaincre les habitants, il faut convaincre les travailleurs de s'allier entre eux, de faire un front unique, et tous ensemble, en fait, on arrivera à élever ce rapport de force et à ce qu'il soit conséquent. Vous imaginez, c'est combattre une entreprise, c'est plusieurs centaines de milliards de chiffres d'affaires, mais et c'est comme ça qu'on y arrivera, et c'est pour ça, d'où vraiment l'intérêt aussi de dire à quel point, pour les futurs avocats ou même les avocats actuels, à quel point, effectivement, le droit, de plus en plus, on a des lois qui changent le droit et qui changent... et qui, quelque part, ramène le curseur de plus en plus encore vers le patronat. Mais la question, c'est pas de voir ça comme quelque chose en se disant, de manière pessimiste, on peut quasiment plus rien faire, on est démunis. Non, il faut s'organiser ensemble, avoir cette vision politique du fait que le droit reste au service de la classe dominante, et de dire nous, en tant que classe ouvrière, en tant que prolétaire, avocat ou travailleur, on va s'organiser ensemble pour combattre ça, quoi. Elsa, tu veux dire un dernier mot sur cette question, ou Savine pour compléter ? Il faut comprendre que le droit est aussi un terrain de lutte, et c'est un outil de lutte au service des travailleurs. Parmi d'autres, il ne se substitue pas aux autres, comme la grève, mais c'est un outil parmi d'autres. Et c'est tellement un outil qu'on y a aussi des victoires. Donc, c'est notamment le contrôle par le juge de l'obligation de prévention des risques quand il pense sa réorganisation, c'est une énorme victoire. Donc, on a des victoires, y compris devant les tribunaux, et on a des victoires au service des travailleurs. Et c'est pour ça que c'est pas rien, l'enjeu dont on a parlé, qui est peut-être un peu technique, mais de ce juge, de l'État qui revendique le contrôle du juge administratif, et ce même État qui ensuite, devant le même juge administratif, vient dire plus tard, c'est une revendication politique d'une absence de contrôle. Donc la lutte, on a eu des grandes victoires, et ils sont en train d'essayer d'obtenir des revers sur ces victoires. Mais bon, normalement, on devrait continuer à gagner. Voilà. Donc et pour compléter ce que disait Adrien, oui, quand on a des droits, on peut pas, on n'a pas de droits si on n'a pas un juge pour les faire respecter. Et là, on revient aussi à la problématique qu'on a eue devant le tribunal, où maintenant, ils viennent nous dire, non, un juge plus tard, alors qu'avant, ils disaient le juge administratif et maintenant le juge judiciaire plus tard, c'est en gros nous dire pas de juge. Et c'est nous dire non, vous n'avez pas de droit, puisqu'on veut personne pour pouvoir les contrôler. Donc, c'est un terrain de lutte en accompagnement des travailleurs qui ne se substitue pas aux autres, mais c'est un outil de lutte parmi les autres, et les employeurs s'en emparent comme outil de lutte, surtout quand on a des victoires. Ouais, il y aurait pas mal de choses à dire, mais pour peut-être une idée qui est quand même importante, je pense, Adrien, il le disait aussi, et le dossier Grand Puits, c'est aussi lié au fait qu'il y a eu une grève reconductible de 45 jours, et que moi, je pense que dans des situations comme ça, où on discutait, c'est une des multinationales, en fait, les plus puissantes du monde, et dans la mesure où les lois, évidemment, en fait, c'est une succession de contre-réformes
qui reviennent sur des conquêtes des travailleurs, moi je pense que c'est sûr qu'il y a l'outil juridique qui doit absolument s'articuler à un rapport de force, par la grève, par la lutte, etc. Et que déjà même ce qu'on est en mesure d'utiliser nous aujourd'hui, ça a été obtenu par des conquêtes sociales, enfin, c'est le fruit de lutte, ça n'a jamais été le fruit de réformes suspendues en l'air, mais c'est systématiquement la traduction de conquêtes sociales, et qu'à partir de là, moi, comment je comprends en tout cas le rôle que je devrais avoir ou que les avocats peuvent avoir dans ce genre de situation, c'est qu'il y a un enjeu aussi énorme à être subordonné à la stratégie que les travailleurs décident, quoi. Et c'est pour ça que les assemblées générales, les moments en fait de discussion avec l'ensemble des travailleurs qui, eux, sont en train de perdre leur salaire et qui se battent pour leur avenir, pour moi, c'est dans ce contexte-là aussi qu'on élabore une stratégie juridique à la fois subordonnée à ce que décident les travailleurs eux-mêmes, mais aussi que ça joue un rôle dans la lutte sur le moment même. Parce que, par exemple, le droit, c'est vrai que c'est un outil technocratique qui est vraiment utilisé, et Adrien, je pense qu'il le disait, mais pour effrayer. Et tout le monde le fait. Les patrons le font, mais tu as d'autres organisations syndicales qui te disent moi, mon avocat, mon juriste m'a dit que il faut faire ça, sinon, machin, etc. Et en fait, il y a un enjeu à ce que, on dise que ce soit en connaissance de cause, que tous les travailleurs aient le même niveau de conscience, de compréhension, d'accès en fait au droit, et que ce soit sur cette base-là qu'ils puissent prendre les décisions politiques les plus solides possibles. Et que je pense que les avocats, c'est aussi pour ça que nous, on a beaucoup travaillé, à la fois en allant à la raffinerie, en étant sur les piquets, en connaissant les travailleurs, mais en essayant de s'intéresser beaucoup à leur outil de travail, parce que c'est un des avantages que je pense que les avocats de patron auront jamais, c'est qu'eux, ils discutent pas avec des travailleurs, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment ça marche une raffinerie, ils discutent au mieux avec des cadres, mais ils savent pas, comme il dit Adrien, tourner une vanne, combien ça prend un temps d'intervention, etc. Et je pense que le rôle des avocats, effectivement, c'est à la fois d'être un appui à la stratégie des travailleurs quand ils sont en lutte, mais c'est aussi d'être au plus près, en fait, de leurs revendications et de se servir de leur connaissance du terrain pour essayer de construire des combats que les avocats employeurs mèneront jamais, c'est une évidence, et qui sont même pas en capacité de faire, en fait. Merci à tous. Oui, voilà. Merci à tous pour ces échanges. On est en attente du délibéré qui va arriver d'un moment à l'autre. Sans doute au moment de la publication de ces échanges, le délibéré sera déjà sorti et on aura l'occasion de rééchanger une autre fois dessus. Avec plaisir. Merci. Merci.